On revient dans le sud de la France avec Olivier Béchu. Vous êtes directeur général de Valénergie, promoteur immobilier. Vous êtes lancé dans la réalisation d'un complexe immobilier tertiaire, un ensemble de 4 bâtiments en autoconsommation. Vous allez nous présenter donc ce site et son fonctionnement énergétique. Et puis après, on verra que ça n'a pas été aussi simple aussi avec ERDF avant de passer à la deuxième table ronde sur les réseaux. Bonjour à tous. Donc oui, le site se situe à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, entre Nice et Cannes. Donc dans notre activité, Valénergie, il y a une partie énergie, une partie promotion immobilière dans le même groupe, et qui porte ce projet immobilier. Nous avions déjà fait de l'autoconsommation en livrant un bâtiment en 2013, donc autoconsommation simple au fil du soleil, une petite quantité qui était totalement consommée et qui représentait une très petite part de l'ordre de 15-20% des consommations du bâtiment sur un bâtiment tertiaire. Et là, on voulait quelque chose de plus ambitieux. Avec de bons retours d'expérience déjà sur la... Avec un très bon retour d'expérience sur un fonctionnement... on l'a fait visiter d'ailleurs en 2014 à pas mal de gens et d'élus du coin qui nous demandaient où est le bouton pour passer de l'autoconsommation au réseau, comment ça se passe. Donc on voulait faire quelque chose de plus ambitieux. Le contexte étant le suivant, Sophia Antipolis, c'est une zone d'activité qui est un peu ancienne, qui a démarré dans les années 80, beaucoup de bâtiments anciens et très énergivores. Et le projet, c'était de faire quelque chose de un peu plus ambitieux, en avance sur son temps, plus facile à commercialiser et attractif. Donc l'idée de ce bâtiment, qui produise une partie de son énergie, qu'il permette de recharger des véhicules et d'arriver à des solutions de stockage et d'impliquer les utilisateurs. Donc il y a un certain nombre de solutions techniques qui ont été mises en place pour faire un bâtiment déjà très sobre en consommation d'énergie. Donc on n'était pas dans l'obligation de le faire à l'époque, mais on s'est mis au niveau de la réglementation RT 2012 et un peu mieux, avec différentes solutions techniques, d'isolation par l'extérieur, à la forte épaisseur pour augmenter l'inertie, et puis un certain nombre de choix techniques. Mais c'est l'énergie qui nous intéresse, donc j'y viens. Donc nous avons mis en place un système donc, de production en autoconsommation. Je crois que je l'ai sur le... Voilà. Le principe étant le suivant, produire et consommer sur le lieu en autoconsommation avec l'ajout de stockage en batterie, de manière à écrêter les pics de consommation du matin et du soir quand il y a moins de soleil, pour amener l'ensemble à un taux d'autoconsommation, alors autoconsommation, pardon, 100%, et qui couvre la totalité des besoins du bâtiment au sens de la réglementation thermique. J'ai peut-être passé un peu vite. Il y avait les taux d'autoconsommation, de consommation des différents usages au sens de la réglementation thermique, chauffage, climatisation. On est dans le secteur géographique où on a le droit de faire de la climatisation dans la réglementation thermique, eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation pour les auxiliaires, parce qu'il n'y a que ça pour nous. Donc une partie de stockage dont le but est de décréter les pointes de charge et qui a un deuxième effet induit qui fait qu'on peut optimiser un peu la production. Quand on a du surplus, on stocke et on pilote un certain nombre d'usages comme un planning de recharge sur les véhicules électriques ou bien le pilotage des ballons d'eau chaude ou différents usages qui ne nuisent pas à l'utilisation du bâtiment. On implique aussi les utilisateurs en leur restituant leur consommation en temps réel de manière à influencer leur comportement pour être un peu plus vertueux. Le petit schéma qui est ici représente l'architecture, on va dire, entre les différents usages qui sont regroupés sur une GTC. Dans le bâtiment, on dit GTC, c'est plus simple, ça parle. Et puis stockage avec une partie de prévision.
Donc ça, c'était le projet. Il est réalisé. Il a été livré en courant de l'année 2015. Donc on voit ces 4 bâtiments distincts. Voilà, ces 4 bâtiments. Séparés un peu, là, son importance. Oui, tout à fait. Qui sont sur une emprise foncière commune et liés ensemble par des parkings souterrains. Donc pour couvrir les besoins, les toitures des bâtiments ont été équipées, ainsi que un abri de parking, un peu moins important que celui de Leclerc, mais sur le même principe. Tout ça en autoconsommation. Comment ça se passe avec les locataires là, pour la répartition des charges? Alors le principe du programme, c'était on investit dans la partie énergie pour en faire un bâtiment vertueux à énergie positive au sens de la réglementation thermique, c'est-à-dire qui couvre les besoins. Restent ensuite les consommations des utilisateurs et l'ensemble des charges, qu'elles soient d'entretien de l'ensemble, d'eau, du jardin et d'électricité, sont réparties au prorata des utilisateurs. Voilà. Donc ça fait baisser les charges locatives des occupants. Tout à fait. Et la particularité du projet, c'est que, bon, effectivement, en construction, ça a été un peu plus coûteux, mais finalement, faire un bâtiment... Le surcoût, c'est quoi, à peu près 5,3%. De mémoire, 5,3%. Donc faire un bâtiment BPOS, c'est pas 20% comme j'ai pu le lire par ailleurs. Si on cherche les bonnes solutions et celles qui sont rentables, je tiens à préciser que c'est un projet privé qui est autofinancé et sans subvention. Donc si on met uniquement les solutions rentables, ça peut fonctionner. On peut augmenter le loyer du coup du fait de la baisse des charges. Le loyer est un peu plus cher, les charges sont beaucoup plus faibles et du coup on est dans le prix de marché. Donc vous avez le choix entre un vieux bâtiment très énergivore et pas très sexy ou un bâtiment un peu plus moderne et ça se vérifie à la... Vous me disiez que les anglo-saxons d'ailleurs étaient plus sensibles à ce côté loyer plus charge. Oui, c'est vrai. Dans les visites qu'on a eues, les groupes anglo-saxons étaient très portés sur le coût global. Loyer plus charge et le coût d'exploitation. Alors qu'on a d'autres personnes qui sont moins sensibles et qui regardent juste le loyer sans regarder les charges et le coût d'énergie qui est dans les charges. D'accord. Tout est occupé aujourd'hui ou pas encore. On est à 50% et on sera à 100% au cours de l'été. Alors qu'est-ce que vous faites de l'énergie là pour le coup? Donc l'énergie, elle est consommée par les utilisateurs. Plus stockée Plus stockée. Aujourd'hui, comme c'est pas occupé complètement, on n'a même pas démarré l'ensemble de l'installation. Il y a des parties qui ne sont pas démarrées. Puisqu'on n'a pas de contrat pour vendre le surplus, le but c'est de le consommer en totalité. D'accord. Donc la prochaine table ronde, on le verra, hein, sera dédiée au cadre réglementaire, au réseau. Vous avez vu un petit différent avec ERDF sur ce projet pour un raccordement à limite de propriété. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors on était super contents de notre projet vertueux. On ne pensait pas avoir ce genre de difficultés. Puisque l'idée c'était, on faisait un bâtiment un peu en avance sur son temps qui allait peu impacter le réseau, puisque finalement on demandait un raccordement qui était un peu moins élevé que ce qu'on aurait fait pour un bâtiment traditionnel. Donc quand on a demandé à ERDF un raccordement en limite de propriété, ça me fait penser à ce que vous disiez, monsieur, sur les centres commerciaux, ERDF nous a dit... Même si vous ne savez pas combien vous aurez de locataires et où ils seront, et s'ils prendront un locataire, les 4 bâtiments, ou plusieurs, un bâtiment ou un étage, nous, il faut qu'on mette des compteurs partout où il pourrait y en avoir. Du coup, pour l'autoconsommation, ça ne marchait plus. Mettre 3 panneaux par étage, ça ne fonctionne pas. C'est le foisonnement qui fonctionne dans le projet. Donc on s'est renseigné, on a acquis la certitude qu'on était dans notre bon droit de défendre cette demande. Et comme on ne s'entendait pas, on est allé auprès de la Creux porter le projet, et c'est le Cordis qui nous a départagé en nous donnant raison. Le règlement des différends et des sanctions, voilà. Donc, le Cordis. Ouais. Et donc aujourd'hui on a un raccordement en limite de propriété, et si un de nos locataires ne souhaite pas bénéficier de l'électricité solaire gratuite qui ne lui est pas facturée,
et souhaite choisir son fournisseur d'énergie, autre que celui de l'ensemble ça peut arriver, ça de la copro. C'est son droit, donc il pourrait. Il bénéficiera du service de décompte qui est dans le catalogue ERDF. Donc ERDF place un compteur et décompte son énergie à lui de ce qui est consommé par l'ensemble. Et ERDF a fait appel, je crois, de la décision du Cordis. Tout à fait, l'appel est en cours. L'appel est en cours, et donc c'est quand l'échéance? À l'automne. À l'automne, d'accord. Mais la décision était exécutoire, donc on a un raccordement pour l'ensemble et la possibilité d'avoir du décompte si l'un des occupants en fait la demande. Du coup, ça vous a un peu freiné dans Ah oui, ça nous a bien freiné. Ça nous a retardé dans la mise en service, mais heureusement pas dans le projet. Et on n'imaginait pas, les complexités auxquelles on allait se frotter. Voilà. Mais ça nous a fait une bonne expérience. On a appris plein de choses. Merci beaucoup, Olivier Béchu. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors, on est désolé vraiment d'un timing ultra serré. C'est la richesse des tables rondes qui veut ça. Juste 2 questions, voilà, pour les gens qui sont ici. Je ne pourrais pas prendre plus de 2 questions. Donc, quelqu'un veut poser une question. Allez-y, c'est le moment de vous lancer. Je ne vois aucun doigt levé. Tout a été dit, c'est pas possible. Parmi mes amis de la presse, peut-être? Non? Oui. Monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Là. Pas de micro, c'est vrai, excuse-moi. Vas-y.